Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce jeudi de l'agro-Turquie. On va parler ensemble des process, des équipements agroalimentaires et des PAI. On va se concentrer vraiment, faire un focus sur les process, équipements et PAI en Turquie. Je souhaiterais souhaiter la bienvenue à Claire, qui est notre intervenante ce matin. Bonjour Claire. Bonjour Karen, bonjour à tous. Claire fait partie de la société Adventis. Adventis est prestataire agréé du réseau BCI basé en Turquie. Depuis de nombreuses années, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de croiser Claire, soit à l'Open de l'International, soit à l'occasion d'autres webinaires. Donc, merci encore Claire d'être avec nous ce matin et de partager ton expertise sur le process, les équipements IAA et les PAI ce matin. Merci à toi Karen. Merci encore pour cette belle occasion de pouvoir justement présenter les opportunités sur le marché turc. Et merci à vous tous pour votre participation. Alors désolée un petit peu, je suis enrhumée, donc j'ai le nez bouché. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ça s'entend pas. Est-ce que tu veux que je démarre, Karen? On y Alors, va? je vais On faire un commence? petit rappel sur la mécanique du webinaire, même si toutes et tous, enfin, je reconnais vos noms, vous avez l'habitude de participer au webinaire BCI. Mais juste en bref préambule, juste vous dire ou vous rappeler que ce webinaire se veut interactif, donc n'hésitez pas à prendre la parole, on n'attendra pas la fin pour les temps de questions-réponses. Vous avez une belle opportunité ce matin d'avoir une experte en face de vous à qui poser vos questions, avec qui partager vos expériences. N'hésitez pas à rebondir sur les propos de Claire et à l'interrompre si vous avez des questions. C'est vraiment votre moment. Ce webinaire, c'est vraiment un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Vos micros, normalement, sont activés. Donc, vous pouvez les ouvrir, les fermer quand bon vous semble. Tout comme vos caméras, d'ailleurs. C'est plus sympa de voir le visage des gens lorsqu'ils parlent. Si vous ne souhaitez pas vous exprimer de vive voix, vous avez la possibilité d'utiliser le petit module conversation et de poser vos questions par écrit. On y répondra au fur et à mesure. Donc, concernant la prise de notes, la présentation, comme d'habitude, sera disponible sur notre plateforme BCI Info, sur notre site web, ainsi que la vidéo, puisque le webinaire de ce matin est enregistré. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à prendre la parole et à nous poser vos questions. Je vais passer rapidement sur la présentation de BCI. Tous les slides qui sont ici présentant nos missions, notre équipe, les différents services, vous les retrouverez donc dans la présentation. Ici, vous avez une petite diapo sur les différentes choses que vous pouvez retrouver sur BCI Info, les différentes ressources à votre disposition. Un petit point sur BCI Connect, sur Suppliers from Bretagne, la CVTech, etc. Je vous laisse découvrir ces différentes diapos sur la présentation donc, que vous retrouverez en ligne. Je vais te laisser la parole, Claire. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, la Turquie. La Turquie, vous le savez, c'est un vaste territoire avec des climats variés, donc un grand pays agricole de tradition. Le pays est considéré comme une base régionale, non seulement pour la production, mais aussi pour la transformation et l'exportation de produits agroalimentaires vers les marchés européens, mais aussi vers la zone du Moyen-Orient. Alors, le secteur, il est excédentaire. On va le voir, Claire va nous l'expliquer. Il bénéficie d'un parc machine plutôt développé, mais évidemment, comme d'autres pays, d'autres marchés, il doit s'adapter à l'évolution des tendances de consommation et donc s'équiper de nouveaux process, de nouveaux matériels qui répondent à des demandes spécifiques, à des nouvelles exigences en termes d'environnement, d'exigences industrielles, réglementaires et aussi pour répondre donc à une production qui nécessite de plus en plus de l'industrie 4.0, même en agroalimentaire. Donc, face à toutes ces nouvelles tendances, il y a certaines filières, certains besoins qui se dynamisent. C'est ce qu'on va voir ce matin et c'est ce que Claire va nous expliquer et donc va mettre en lumière les différentes opportunités qui peuvent s'offrir à vous, entreprise bretonne.
Merci Karen, en tout cas, c'était très, très bien résumé. Donc, bah, écoutez, je démarre. Je vais juste, de temps en temps, si vous me voyez éteindre ma caméra et mon microphone, c'est que j'ai un mouchoir dans la main. Donc, je suis là, hein, je ne pars pas. N'hésitez pas, comme l'a dit Karen, à poser des questions, à me couper. Donc oui, l'idée aujourd'hui, c'est de commencer rapidement avec une introduction à la Turquie, bien sûr, hein, pour comprendre de où est-ce qu'on est situé. Donc, comme le disait Karen, ses avantages climatiques, commencer un petit peu à la source, comprendre que la Turquie est une force agricole et ça a un impact sur l'industrie agroalimentaire qui est aujourd'hui vraiment l'une des industries, très développées de la Turquie et avec une balance commerciale excédentaire. Après, on va rentrer dans le cœur du sujet, donc vraiment l'industrie agroalimentaire. Quelles sont les filières qui sont très fortes, en Turquie, les acteurs majeurs, les tendances, d'aujourd'hui, vers où va le secteur et donc comprendre un petit peu les besoins qui sont donc des opportunités pour les exportateurs, européens, français, bretons. Et rapidement, on finira par l'accessibilité du marché, sachant qu'on n'est pas sur un marché très compliqué, d'entrée, mais on parle d'alimentaire, de santé, donc il y a quelques spécificités quand même à connaître et puis je finaliserai avec un petit mot sur Adventis, qui nous sommes et comment nous accompagnons les entreprises dans leurs projets de développement en Turquie. Allons-y. Donc la première chose effectivement sur la Turquie, c'est vraiment cette position, stratégique, géographiquement, qui est à la croisée en fait de l'Europe et de l'Asie. Donc on bénéficie d'un emplacement, stratégique qui en font en fait une plateforme, un acteur incontournable du commerce extérieur. Cette position aujourd'hui, elle se renforce vraiment malheureusement avec tout ce qui se passe autour, la guerre Russie-Ukraine, mais la Turquie en tire un avantage. Elle était déjà un couloir énergétique et ce rôle s'est renforcé face à la crise énergétique. Aujourd'hui, on voit la Turquie donc qui joue un rôle central dans l'acheminement du gaz russe azerbaïdjanais et depuis, qu'ils ont signé un accord très récemment aussi avec l'Iran. C'est un pays qui est assez accessible, qui est à proximité de l'Europe, donc qui est une très bonne alternative en termes de sourcing, notamment aussi depuis la Covid-19. On voit vraiment que, beaucoup d'entreprises européennes se tournent vers la Turquie pour, se sourcer, pour sous-traiter, pour justement contrer les problématiques vécues en termes de logistique avec la Chine. Donc on est à moins de, maximum pardon, 5 heures de vol de plus de 50 pays. C'est un véritable hub, comme le disait Karen tout à l'heure, à la fois pour produire, pour réexporter, mais aussi simplement pour faire du commerce ou implanter un centre logistique. On le voit de toute façon, beaucoup de firmes multinationales sont présentes avec un siège, généralement à Istanbul ou Ankara dans la capitale. Et donc la Turquie joue, pour ça vraiment un rôle très important. Donc que vous soyez présent sur le marché turc ou que vous souhaitiez viser en fait d'autres marchés, c'est aussi une porte d'accès. Donc pas simplement pour, vendre en Turquie, mais pour accéder à des pays de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique, l'Asie centrale. Surtout que la Turquie, en fait, a développé des bonnes relations politiques avec ces pays les dernières années. Elle bénéficie d'une bonne image. Donc c'est aussi un peu une stratégie pour certaines entreprises européennes de passer par la Turquie pour faire du commerce avec ces pays. L'avantage, très majeur, il faut le souligner, la Turquie fait partie de l'union douanière, avec l'Europe. Donc on ne fait pas partie de l'Union européenne, mais on fait partie de l'union douanière depuis, 1996. Ça, c'est un avantage énorme quand vous exportez en Turquie. Pardon. Vous exportez comme si vous exportiez, en Espagne, en Italie et cetera. Donc avec un simple ATR, non seulement vous n'avez pas de taxes douanières, sauf si ce sont des produits spécifiques, attention, vous n'avez pas de droits, pardon, de douane à payer et c'est beaucoup plus simple. Donc en dehors, bien sûr, de cette union douanière, la Turquie fait partie aussi de plein d'accords bilatéraux, avec d'autres pays. Elle fait partie de l'OCDE, du G20 et cetera. Et juste avant de passer à la prochaine slide, comme vous pouvez le voir sur cette carte, et pour faire un petit peu la transition avec notre sujet d'aujourd'hui, la Turquie a vraiment, cet avantage en fait, naturel. Elle bénéficie d'un entourage complètement en fait de mer, la mer Noire au nord, méditerranéenne, la mer Marmara. Donc ça profite pas mal à l'agriculture et donc à la pêche, à l'aquaculture et elle bénéficie de différents climats variés sur tout le territoire avec des ressources naturelles aussi énergétiques. On peut avancer, je pense, hein.
Au-delà, donc le 2e gros avantage de la Turquie aujourd'hui, c'est son fort marché intérieur. On parle vraiment d'une population qui atteint 85 millions d'habitants, qui est jeune, un taux de croissance d'à peu près 1,5, qui est en diminution. On a une population qui vieillit maintenant. On a l'âge moyen est passé, en très peu de temps des 28-29 à 33, mais c'est une population qui reste relativement jeune. Elle devrait dépasser les 100 millions d'ici 2040. C'est d'ailleurs la 2e population d'Europe, en termes de nombre après la Russie. Istanbul qui est vraiment, la capitale historique, hein, c'est Byzance, c'est Constantinople qui aujourd'hui concentre 20 à la fois de la population, des revenus, reste une ville stratégique en Turquie. Il s'agit aussi de la 13e ville la plus peuplée au monde. Et donc, vous avez ici, en fait, sur cette slide, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment quand vous souhaitez viser le marché turc, il y a un vrai potentiel en termes de demande. C'est une forte population jeune et qui consomme. Aujourd'hui, c'est intéressant, quand on regarde de l'extérieur économiquement, la Turquie a l'air d'aller mal. On a une inflation qui est énorme. Heu, Officiellement, en août, on a eu plus de 80, mais nous, on se dit que c'est beaucoup plus, c'est plus de 100. Et pourtant, malgré ça, quand vous sortez dans les rues, les cafés sont bondés, les restaurants sont bondés, les centres commerciaux sont bondés. Les Turcs ont, cette culture de la consommation qui fait vraiment vivre, le pays et on a un PIB d'ailleurs qui est constitué à 55 encore par la consommation. Donc on s'en sort pas mal, on a un revenu moyen, le salaire minimum aujourd'hui en taux de change, il est de 450 €. Ça, c'est important en termes de comparaison, hein, le revenu disponible annuel moyen équivalent des ménages est de 8 250 $ à peu près. Et aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que les Turcs sont très, très connectés, très digitalisés. C'est la jeunesse, je pense, qui influe là-dessus. Donc tout ce qui est technologie, télécom, on s'adapte, très facilement. Le taux de pénétration internet, smartphone est très, très élevé. Et donc pour faire un petit peu la transition avec la prochaine slide. Cette position stratégique, cette population font que la Turquie vraiment arrive à avoir une économie résiliente. Ce qui illustre l'économie turque, c'est ses hauts et ses bas. Comme vous pouvez le voir un petit peu sur l'évolution de la croissance du PIB, on peut vraiment dire que c'est, up and down en Turquie. Surtout ces 2 dernières décennies, on le voit, mais donc c'est un taux de croissance annuel moyen de 5,9 entre 2010 et 2021 en tout cas. C'est significatif parce que cette période en fait où on voit ces hauts et ces bas, mais il y a des raisons bien sûr, et c'est généralement des raisons un petit peu politiques, diplomatiques ou alors des crises économiques internationales qui impactent sur la Turquie. Mais finalement, on voit que, la Turquie arrive à s'en sortir plutôt bien. C'est le seul pays avec la Chine, du G20 donc qui a affiché une croissance positive en 2020. En 2021, elle a affiché la meilleure performance au sein du G20 et de l'OCDE et aussi si on la compare avec les pays de l'UE. Là au T1, T2 2022, on a eu une révision à la hausse et donc pour 2022, l'estimation a été révisée à la hausse, par beaucoup aussi de 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 d'organisations internationales qui ont révisé donc à la hausse le taux de croissance attendu. Donc aujourd'hui, on a une inflation très élevée, officiellement 80, mais on voit aussi une dépréciation monétaire qui impacte donc, à son tour sur l'inflation. Malgré ça, on a ces résultats positifs, donc qui redonnent le moral à la fois aux investisseurs turcs et étrangers. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit, les IDE reprennent. En 2022, la Turquie a attiré pas mal d'IDE, là, déjà d'ici la fin de l'année et elle trouve aussi, les chiffres touristiques parce que ça, c'est très important pour le moral vraiment de la Turquie. La période pandémique était compliquée pour tout le monde. Là, depuis donc cette réouverture, la Turquie retrouve, ses chiffres touristiques pré-pandémiques. Alors, 10 bonnes raisons d'investir en Turquie. Oui, là, c'est un petit peu un résumé. Que vous souhaitiez exporter, être présent, ou acheter en Turquie. Il y a vraiment, donc de quoi faire. C'est un pays qui a cette position géographique à proximité de l'Europe,
qui est encore intéressante en termes de coût de main-d'œuvre. On n'est plus au niveau il y a il y a 20-30 ans où la Turquie était vraiment le back garden de l'Europe pour se sourcer pas cher. C'est plus le cas bien sûr, mais vous retrouvez une main-d'œuvre assez compétitive par rapport à l'Europe, un marché proche de l'Europe, un cadre libéral en termes d'investissement, des ressources abondantes, de quoi faire pour vendre puisque vous avez une demande importante et aussi donc, il ne faut pas l'oublier, la Turquie n'est plus, juste la Turquie pour la Turquie, mais c'est la Turquie pour, accéder à d'autres marchés tout autour. Donc on va aller maintenant dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'industrie agroalimentaire, hein, qui est vraiment une industrie très forte en Turquie qui je vais en profiter 2 petites minutes. Il y a des questions peut-être déjà sur cette première partie de présentation, sur le panorama global de la Turquie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à intervenir avant que l'on démarre donc sur l'agroalimentaire Voilà, et je qu'on je s'attaque au panorama du secteur. On t'entend Claire, hein, c'est bon pour toi? oui, c'est bon. Je vous laisse en même temps en profiter pour lire. Je ne souhaite pas en fait relire toutes les informations qui sont là. Vous aurez le temps d'y accéder aussi après, mais l'idée c'est vraiment de résumer, de vous donner un petit peu les clés. Donc effectivement, sur l'agroalimentaire, ce qu'il faut savoir, c'est que ce secteur-là tire sa force vraiment des ressources agricoles. La Turquie est reconnue à l'international pour, ses figues, ses raisins, les tomates, les noisettes. C'est vraiment, d'ailleurs 1er producteur européen et 7e mondial de produits agricoles. Donc ça bénéficie forcément au secteur agroalimentaire qui constitue aujourd'hui 20 du PIB et qui a une balance commerciale excédentaire. On avait une légère diminution, en 2016 au niveau des exportations avec les conflits, le conflit syrien, la tentative de coup d'État et cetera, donc un contexte un petit peu problématique. Mais le secteur a repris tout de suite une tendance à la hausse, pardon, dès 2017 et là en 2020, donc c'était à peu près 13 milliards de dollars d'exportation pour le secteur agroalimentaire, ce qui représente en fait presque 8-9 des exportations totales du pays. Alors depuis 2019, pour tout le monde, hein, la pandémie a complètement chamboulé tous les secteurs et notamment l'agroalimentaire, puisque c'était un des secteurs, un des rares secteurs, avoir bénéficié un petit peu de la pandémie. Les gens étaient à la maison, ils ont consommé, ils ont cuisiné, ils se sont tournés vers des plats préparés. Aujourd'hui, on voit depuis 2019, un marché qui boom sur tout ce qui est produits transformés. Produits nouveaux, innovants. Donc, on voit les modes de consommation qui sont impactés et l'industrie agroalimentaire aussi qui commence à varier pas mal en Turquie. Mais, à côté de ça, on voit que seuls 35-40 des ressources agricoles sont utilisées dans l'industrie. Donc il y a encore de quoi faire parce que, les pays développés, c'est, des taux de 60-80. Donc en Turquie, on voit quand même, il y a, au niveau de la transformation agroalimentaire, on a encore du rattrapage à faire par rapport aux pays, européens et pays développés, pardon. Donc cette transformation-là va forcément amener, du changement, hein. Le marché a besoin donc de se réadapter en termes d'innovation, d'opportunités, et on le voit d'ailleurs que les entreprises suivent parce que ce sont celles qui ont créé la valeur ajoutée la plus élevée parmi tous les secteurs de l'industrie manufacturière en Turquie. Le secteur agroalimentaire, il profite donc des ressources agricoles, des tendances de consommation bien sûr, mais aussi d'un secteur, HoReCa très développé en Turquie. Je vous le disais tout à l'heure, les cafés, les restaurants sont bondés. Effectivement, l'hôtellerie, restauration, catering, même si, encore une fois, pendant la pandémie, ce secteur a été impacté. Avant la pandémie et maintenant, c'est un secteur qui jouit d'une forte demande, que ce soit local, touristique. Les Turcs sont, friands de passer du temps avec les amis, la famille, à l'extérieur et donc ce secteur bénéficie aussi, le HoReCa pardon, bénéficie aussi à l'industrie agroalimentaire. En contrepartie, eh bien, nous avons des enjeux majeurs, un petit peu pour tout le monde et surtout en Turquie. Le plus gros problème, c'est la dépendance aux matières premières. On est à peu près à 85 des ingrédients qui sont importés, 90
pardon, 90% des matières, des ingrédients qui sont importés. Les machines, il y a d'importants besoins, même si l'industrie, de la machine, agroalimentaire est assez développée en Turquie. Tout ce qui est nouveau, comme le disait Karen au tout début, c'est très bien résumé, tout change, tout se digitalise. L'industrie 4.0, on a du retard à rattraper, donc là, il y a vraiment des besoins de technologie de pointe. Et bien sûr, il faut le souligner, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est aussi la logistique. Depuis tout ce qui s'est passé avec le Covid, je pense que les pays et tous les industriels se sont rendus compte qu'il fallait, bah, repenser, la chaîne d'approvisionnement, faire face donc à ces enjeux, logistiques et aussi les enjeux climatiques. Parce qu'aujourd'hui, la Turquie bénéficie effectivement de ressources agricoles abondantes, mais qui fait face à des problèmes. Il y a moins d'eau, hein, comme partout. On a un stress hydrique très élevé en Turquie d'ailleurs, donc il faut aussi repenser tout ce qui est technologie à la source pour pouvoir en fait assurer, bah, les ressources pour l'industrie agroalimentaire. On peut avancer sur, la voilà. Donc les filières majeures aujourd'hui en Turquie, confiserie chocolat, c'est très, très développé. La Turquie, a de très belles entreprises reconnues à l'international aussi. Donc chocolat bonbon, en fait, c'est la filière, en termes de taille de marché qui est la plus importante. Aujourd'hui, on a des grosses pointures comme Ülker, en fait, qui fait partie de Yıldız Holding, qui est connu à l'international, qui a racheté Godiva, qui avait racheté, il y a Unibiscuits, l'anglais, puis qui a tout revendu. Il y a d'autres acteurs, Nestlé, Kraft, Perfetti, donc les gros acteurs sont tous présents en Turquie avec des centres de production. Et en fait, c'est une filière qui profite, bah, qui profite de la consommation en Turquie, un petit peu comme, à Noël, dans les pays européens. On a donc la fête du mouton, la fête du ramadan, les fêtes religieuses qui font que la consommation augmente. Et puis toutes les journées aussi, la Saint-Valentin, la journée des enfants, la fête des mères et cetera. Donc c'est une filière qui profite de tout ça, qui exporte beaucoup, beaucoup, dans tous les pays du Moyen-Orient, en Afrique aussi, donc toutes les régions autour. Les produits à base de farine, encore une fois, je pense que c'est dû à des tendances de consommation, c'est culturel. Les Turcs mangent beaucoup de pain. On est en retard, on est en retard. On a un taux de consommation, en fait, annuel, beaucoup plus bas, que les pays développés quand on regarde les produits laitiers, l'industrie carnée et même les chocolats. Mais par contre, en termes de produits à base de farine, on est bien on est bien plus au-dessus. Le pain se consomme, les viennoiseries se consomment énormément au petit déjeuner, en accompagnement, donc c'est une filière qui est très développée. À côté de ça, on a les produits laitiers bien sûr parce que, donc la Turquie a un élevage laitier assez important. Elle fait partie des gros producteurs de lait, de consommation, en Europe. Les top 3 aujourd'hui des produits, qui sont produits en Turquie, c'est le lait de consommation, le yaourt et le fromage de vache. Pardon. Les charcuteries, donc l'industrie carnée aussi bénéficie un petit peu de la consommation culturelle. Les Turcs consomment beaucoup, de charcuterie au petit déjeuner, en accompagnement et donc, on a des nouvelles filières aussi qui se développent, comme je vous le disais tout à l'heure, les produits transformés de plus en plus, notamment à base de fruits, légumes, tout ce qui est surgelé, en conserve, plats préparés. Ce sont, des produits, ce sont des segments en effet, on voit apparaître de nouveaux acteurs et des nouveaux produits. Hop, je fais une petite pause. Oups, petite pause mouchoir, je vous laisse lire la slide Vas-y, pendant vas-y, ce temps-là et si vous avez des t'inquiète pas. questions aussi, n'hésitez pas. Il y a des questions sur cette première approche du secteur. Bon, de toute façon, on est à votre entière disposition. Si les questions ne vous viennent pas maintenant, hein, n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires BCI pour solliciter un rendez-vous. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont fait lors de votre inscription, qui ont sollicité un rendez-vous avec Claire et avec le chargé d'affaires BCI. C'est tout à fait facile et rapide d'organiser une visio après le webinaire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on organisera ça très, très rapidement et très facilement. Oui, encore désolée pour ça. Non, mais je t'en Heu, prie, il n'y a pas de heureusement qu'on souci. est on est en webinaire. Alors, ce qu'il faut retenir, en Turquie, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises étrangères. Alors pour l'industrie agroalimentaire, c'est un des secteurs où justement beaucoup d'acteurs locaux
ressortent. On a beaucoup de marques locales et parfois qui font partie en fait qui appartiennent à des multinationales qui ont simplement adapté leur image et leur marque en Turquie. Mais on a quand même un secteur dominé, je dirais, plutôt par des enseignes locales qui sont des grands groupes, qui font partie de groupes internationaux. Alors pour certains peut-être, voilà, je sais pas si vous êtes déjà venu en Turquie, dans les rayons ou à l'extérieur, mais vous verrez beaucoup Eti, Ülker, ce sont des gros donc dans la confiserie, biscuits et cetera. Pınar's, Sütaş, ce sont des très gros acteurs, dans l'industrie, dans tout ce qui est produit, pardon, laitier. Tourku, c'est une coopérative qui a complètement, changé de stratégie il y a quelques années, qui s'est lancée sur différents produits, que ce soit laitiers, confiserie, pâtes et cetera. Beta, c'est un très bon exemple à l'international qui a en fait réussi, à exporter le thé turc, en changeant un petit peu en faisant du branding et cetera. Ankara, Nour par exemple, c'est une des marques aussi qui exporte des pâtes partout dans le monde et bien sûr les multinationales qui sont présentes en Turquie, généralement avec des sites de production et on voit beaucoup de Français, hein, vous pouvez les voir, donc Danone, qui est très fort sur les produits laitiers. Là, on a récemment, la marque Président qui a bien cartonné, qui a essayé de faire son entrée depuis pas mal d'années et finalement qui maintenant a réadapté ses produits un petit peu aux goûts locaux et qu'on voit dans beaucoup de rayons. Donc vraiment des exemples de réussite en Turquie, toutes ces marques à la fois locales et internationales. Alors les tendances effectivement, je pense qu'elles sont assez similaires, aux pays européens, mais avec un peu de retard. Sur des aspects peut-être, écologiques, bio. La consommation bio a démarré il y a quelques années et elle est encore, je pense, très, très en dessous, des taux de consommation si on compare avec des pays européens. Mais il y a vraiment une prise de conscience, surtout, encore une fois, depuis le la COVID-19 qui finalement, quand on regarde comme ça, peut-être a peut-être du bon, hein, ça nous a mis une claque. Les gens, bah, essayent de mieux manger, mieux consommer, des produits de meilleure qualité. Il y a un retour un petit peu, on le voit aussi dans les rayons, au goût, aux recettes de grand-mère en Turquie. On voit des produits en fait qu'on n'aurait pas imaginé voir dans les rayons, par exemple, alors un exemple très spécifique, c'est du jus, je sais pas comment on appelle ça en français, mais en fait c'est un jus de viande. C'est quelque chose que vous obtenez en faisant bouillir des os. Et ça, c'est par exemple la recette de grand-mère quand les enfants sont malades, et vous avez maintenant ça du bouillon, ouais, ouais, c'est du bouillon, voilà, du vrai bouillon et non pas en petits cubes, instantanés, qu'on voit maintenant en fait dans les rayons. Donc, avec des petits, des beaux emballages, vendus dans les rayons de supermarché, des rayons organiques bio qui se développent, tout ce qui est donc un petit peu, recettes maison, produits du terroir et en fait, ces orientations, on voit, il y a une demande, il y a aussi bien sûr, une une tendance de l'industrie. Donc en fait, il y a un impact, à la fois des consommateurs sur les rayons, mais vice versa, hein. On voit aussi des emballages qui changent, des emballages plus écologiques, notamment dans les rayons fruits et légumes. On va retrouver des emballages carton, donc recyclés. On voit aussi les produits fonctionnels avec moins d'additifs qui se multiplient et donc toutes ces tendances consommateurs, cet impact sur les rayons, cette nouvelle demande, bah, forcément ça crée des enjeux aussi pour, les industriels, donc qui doivent à la fois proposer des nouveautés, mais qui dit nouveauté dit nouveaux process, donc il faut s'adapter en termes de machinerie, en termes d'équipement. Il faut aussi il y a tout l'enjeu bien sûr, qualité, traçabilité. La Turquie, elle fait partie, des différents, accords d'ailleurs avec l'Union européenne au niveau de toute la réglementation agroalimentaire, donc elle doit aussi suivre tout ça. Il y a aussi une pression au niveau de la demande. On a une demande locale qui est très forte. Mais vu l'inflation, la dépréciation, les industriels souhaitent aussi, exporter. Donc il y a cet enjeu aussi de pouvoir à la fois répondre à une demande locale, à la fois, bah, gagner plus en exportant en devises. Donc il y a vraiment un besoin en fait d'améliorer la productivité, d'augmenter la production et de se réadapter en termes de technologie, et cetera. C'est un bon exemple, au niveau par exemple, des produits bio. Il y a une demande internationale qui est croissante, aussi en Turquie. En Turquie, on voit donc que tout la
même la totalité des produits bio sont exportés. Et on voit donc que la Turquie n'arrive pas à répondre à sa propre demande, elle va donc en contrepartie importer. Donc voilà, il y a vraiment des enjeux auxquels, les professionnels doivent répondre et puis, comme un peu partout aussi, tout ce qui est donc gestion des coûts, les matières entrantes, la logistique, la chaîne du froid, ce sont des enjeux majeurs. Donc on Quand va, je tu crois. parles d'enjeux, Claire, excuse-moi, je t'interromps. Précédemment, tu disais que 70% des équipements et process étaient importés. Aujourd'hui, qui sont les fournisseurs de la Turquie? Quelle est la position de la France? Et si on a une position loin derrière des concurrents européens, visiblement, ça vient majoritairement d'Europe, hein, tu disais, les équipements et Oui. process aujourd'hui. Pourquoi on est à la traîne? Qu'est-ce qui pêche? C'est le prix que l'on propose, c'est la technologie qui n'est pas assez haute. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors, c'est une question très pointue, Karen, ça, il faudrait que je regarde pourquoi. Alors, le positionnement de la France en termes de fournisseurs sur les machines, équipements, il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas si on avait le chiffre dans la présentation, mais il faudrait que je vérifie. Mais effectivement, 90 des équipements machinerie dans l'agroalimentaire proviennent de l'Union européenne, de l'Europe. Donc, à mon avis, c'est plutôt l'Allemagne, peut-être d'autres pays. Je regarderai la position de la France et te dire qu'est-ce qui Ouais, ce pêche. serait Mais intéressant de savoir quelle est notre position et pourquoi, quelles en sont je le les note. raisons. Tout à fait, je le note et je me demande d'ailleurs si le chiffre était peut-être noté, mais je n'ai pas dû le dire à J'ai pas l'oral. vu le chiffre, ouais, j'ai pas vu le chiffre sur la présentation, ou alors Mais, je l'ai coupé. ouais, en tout cas, non, effectivement, il y a peut-être pas le chiffre au Il n'y a niveau de pas la le France, positionnement hein. de la France. Mmh mh. Mais on va Combienième apporter ce partenaire? complément. Je pense que c'est vraiment intéressant qu'on Très, sache très bien. où on se positionne par rapport aux concurrents européens, là, en l'occurrence, puisqu'a priori, ils sont majoritairement. Oui, tout à fait, je le note. Tout à fait, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a un petit peu cette, comment dire? Il y a une problématique, il y a un besoin, la technologie, les produits, la bonne qualité et cetera, ça vient de l'international, mais il y a effectivement un problème de dépréciation monétaire. Donc les industriels font face aussi à cet enjeu-là. Ils ont besoin d'équipements, mais qui, en monnaie locale, coûtent beaucoup plus cher. Pour pouvoir, acheter ces équipements, les amortir, ils doivent, augmenter l'exportation. S'il y a pas de concurrence locale, ils n'ont pas de choix que d'importer. S'il y a de la concurrence locale, ils peuvent éventuellement se tourner, mais comme quand on voit les chiffres, on comprend effectivement que la demande locale ne répond pas forcément, aux normes, ou à la qualité, souhaitée. Donc effectivement, il y a de quoi faire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de groupes européens, hein, j'extrapole, on va au-delà de cette slide, mais d'ailleurs tu peux passer si tu veux aux besoins, puisqu'on aura concrètement, voilà, des exemples de machines et cetera et de besoins ici. Mais, ce qui se passe dans beaucoup de secteurs, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans d'autres, pour contrer un petit peu cette problématique de dépréciation, c'est que, on va voir se multiplier les associations entre les entreprises. Donc des groupes européens vont venir pour baisser leurs coûts, soit s'associer avec des locaux, soit faire en tout cas, sous-traiter une partie peut-être en local, mais garder la technologie cœur, de leur côté pour voilà, pouvoir répondre en fait à cette demande, à cette transition. Parce qu'effectivement quand je sais pas si voilà, vous suivez un petit peu, on était à 1 € égale 2-3 jusque dans les années, enfin moi je m'en souviens plus, 2015. Là aujourd'hui on est à 1 € égale 18 télé. Donc ça impacte beaucoup au niveau effectivement des importations. Donc aujourd'hui, l'objectif du secteur, lié à ces enjeux, c'est à la fois les Turcs ont besoin d'exporter plus, de rayonner à l'international. Ils ont besoin de diversifier les produits pour répondre à une demande, changeante. Pour faire tout ça, ils ont besoin de moderniser les équipements, ils ont besoin d'automatiser aussi. L'alignement réglementaire, la gestion de la traçabilité, ça, c'est hyper important. La Turquie
doit pouvoir, toujours en fait, suivre ce qui se passe, donc au niveau de la réglementation européenne, puisqu'elle a signé des accords depuis 2010, hein. Elle fait partie donc de tout cet alignement en termes de sécurité alimentaire, prévention des risques, amélioration des technologies et cetera. Donc elle a aussi, ce challenge à garder en tête. Gestion, optimisation des coûts, bien sûr. Donc aujourd'hui, pour résumer sur cette slide et après on va voir vraiment des exemples concrets d'équipements, de machines que la Turquie importe. Les besoins sont sur tout ce qui est partie, je dirais, intelligente. Donc logiciel, automation, numérisation des process, tout ce qui concerne l'industrie 4. Je voyais, je crois, c'est en Bretagne, de toute façon, on travaille avec la Bretagne depuis très longtemps. On a vraiment des belles entreprises qui sont très, très fortes en termes de R&D, technologie. Et effectivement, il ne faut pas, se dire agroalimentaire, mais au-delà, vous pouvez viser des multisectoriels. En fait, c'est la technologie qui compte ici, en termes d'amélioration à la source. Donc dans la gestion de l'entreprise, la gestion de l'usine, heu, le suivi, que ça peut être aussi gros enjeux aujourd'hui, par exemple, c'est l'énergie. Les entreprises ont besoin d'optimiser leur consommation d'énergie, leur facture d'énergie. Ça peut être des solutions là-dessus. Donc, il ne faut pas simplement penser en termes de produits agroalimentaires, il faut vraiment penser en termes d'industrie. La Turquie, comme je vous le disais, c'est un pays qui avance très, très vite, notamment en termes de digitalisation. Ils vont peut-être beaucoup plus vite que ce qu'il faudrait, pour rattraper en fait tous ces trains perdus. Donc en termes de technologie, c'est très important et les industries, 99 heu, de petites et moyennes entreprises qui ont besoin de vraiment se digitaliser petit à petit. Donc il faut voir large. L'industrie 4, bien sûr, tout ce qui est contrôle qualité, tout ce qui est process de transformation. Donc on a besoin d'innover, on a besoin de nouveaux process. La chaîne du froid, ça, c'est vraiment un point critique en Turquie. Elle est plus, je dirais, moyennement maîtrisée. Il faut des équipements plus de pointe, il faut des acteurs beaucoup plus, qui ont vraiment une approche 360° là-dessus. Tout ce qui est valorisation des déchets alimentaires, ça, c'est un nouvel enjeu aussi, hein, donc par rapport à tout ce qui se passe. Donc, voilà, ici vous avez un résumé et aussi, ah ça c'est important, alors ça va au-delà du côté industriel, mais quand on dit branding et institutionnalisation, c'est que les marques turques ont aussi besoin en fait de se faire connaître à l'international et donc là-dessus aussi, il y a des opportunités parfois en termes de conseils, formation, accompagnement, voilà, à s'adapter, à se faire connaître à l'international, dans différents pays. Donc ça sort peut-être de vos métiers, mais c'est pour vous montrer un petit peu toute la panoplie de besoins, pas forcément que machines, mécanique, produits, mais il y a aussi besoin ici d'être accompagné, voilà, sur différents sujets. Donc là, sur cette slide, je vous laisserai lire, hein, je ne vais pas aller, toutes les lignes, mais encore une fois, c'est un résumé. Là-dessus, on s'est basé, sur, vraiment les codes douaniers, les importations que fait la Turquie en termes de machines, équipements, donc destinés au secteur agroalimentaire et on voit, donc effectivement beaucoup, beaucoup d'importations et Karen, c'est bien que tu as posé la question. Je reviendrai vers vous avec notamment donc le positionnement de la France. Où se positionne la France là-dessus? Quel type d'équipements peut-être proviennent de la France? Mais on peut le voir, donc c'est tout ce qui est froid industriel, le traitement de l'air et de l'eau, toute la partie contrôle, automatisme et puis diverses machines, divers appareils, donc pour la transformation, la préparation, des biens alimentaires, hein. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie déjà, la process équipement, avant que l'on passe aux besoins côté PAI et ingrédients? Une pause pour toi, Pierre, si tu veux. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Alors, on va poursuivre sur la diapo d'après. Donc là, on parle Oui, maintenant ingrédients et PAI. tout à fait. Ingrédients et donc produits intermédiaires. C'est aussi c'est aussi une des enfin, un des
alors, si je retrouve plus mes mots. Ce sont effectivement, des produits où l'industrie agroalimentaire dépend de l'import. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc on est à peu près 70 des équipements et 90 des ingrédients qui sont importés. Alors, bah, c'est tous les ingrédients chimiques, que ce soit ingrédients chimiques, naturels, un petit peu sur les épices, les arômes, pas forcément tout ce qui ne se trouve pas en Turquie. On voit aussi beaucoup de préparation, extraits. Donc ce sont des produits, je dirais, où il y a une opportunité continue. Heu, à mon avis, c'est qu'on ne trouve pas ça en Turquie, oui, mais c'est aussi ce sont des process très spécifiques. Dans les ingrédients, on retrouve vraiment les gros acteurs, mondiaux un petit peu partout. En Turquie, vous retrouvez quelques même pas quelques, un acteur dans les arômes, qui est local. Tous les autres, ce sont en fait des internationaux qui se sont implantés en Turquie et qui ont peut-être lancé une production en Turquie pour pouvoir, voilà, être plus forts sur le marché. Mais ce sont des process qui ne sont pas maîtrisés au niveau de l'ingrédient et qui sont importés. Donc là-dessus, il y a vraiment des fortes opportunités d'exporter en direct. Alors l'accessibilité du marché, bah, on va commencer en entonnoir, je vais pas m'attarder là-dessus, mais aujourd'hui sur le secteur de l'agroalimentaire, vous avez effectivement toujours ces 3 portes d'entrée. Vous pouvez exporter, puisque comme on le voit, il y a vraiment eu un besoin et une absence en local. Donc vous pouvez exporter. Pour exporter, vous pouvez y aller en direct avec un partenaire importateur, distributeur. C'est obligatoire puisqu'on parle de produits, réglementés pour la santé et donc même s'il n'y a pas des procédures compliquées d'autorisation et cetera, on n'est pas comme sur du médicament, mais vous avez des préautorisations avant d'importer et donc pour ça, il faut avoir un partenaire local. Si vous êtes déjà présent avec un partenaire local, que vous souhaitez développer votre business et cetera, aujourd'hui, on le voit surtout depuis, encore une fois, la réorganisation un petit peu de nos modes de vie et de travail avec la pandémie. Le portage salarial, c'est une très bonne solution. Beaucoup d'entreprises maintenant n'ont pas besoin de créer, un bureau en Turquie. Ils peuvent avoir donc un importateur pour tout ce qui va gérer toute la partie réglementaire, logistique et un business développeur en portage salarial qui va, donc essayer de développer le portefeuille client. Le bureau de représentation, c'est généralement pas adapté, ce sont des projets temporaires et je le souligne quand même, même si effectivement l'idée peut-être, de ce webinaire, c'est de viser les exportateurs. C'est pour vous, hein, de faire connaître vos solutions, en Turquie, voilà, de prospecter le marché turc. Gardez quand même en tête que c'est un marché très important aussi pour sourcer. Et bien sûr pour s'implanter, on ne parle plus de la Turquie pour la Turquie, mais la Turquie pour accéder à divers marchés où, la Turquie a une bonne image, où, les Turcs, voilà, ont une bonne image en termes de commerciaux et donc ça peut être intéressant d'exporter en Turquie et votre partenaire ici peut aussi viser d'autres pays. Tous les pays en STAN, donc, toute la partie aussi Géorgie, Azerbaïdjan et cetera. On a des très bonnes relations et beaucoup d'entreprises maintenant ont leur bureau en Turquie ou leur partenaire en Turquie qui va accéder aussi à tous ces nouveaux tous ces marchés. Donc voilà, le choix est large, ça dépend de votre stratégie. Vous pouvez exporter, vous pouvez acheter, vous pouvez vous implanter. Pour, tu p voilà, tu peux passer sur la slide d'après Karen, c'est parfait. Et tout ça, je dirais que ça se fait assez facilement en Turquie. Il y a vraiment un cadre, libéral. Les investisseurs étrangers sont bien vus. Parfois, on nous pose la question, c'était le cas quand il y avait des tensions diplomatiques entre la France et la Turquie. Mais est-ce qu'en ce moment, c'est pas compliqué? Est-ce que quand vous approchez les prospects ou les partenaires, est-ce que vous n'avez pas des refus parce qu'on est français? Alors non, pas du tout. Même quand, le président avait appelé à boycotter les produits français, non, en Turquie, le business, c'est le business. Vraiment, je dirais là-dessus, les Turcs sont des alors je commence par les clichés du coup, mais les Turcs sont des entrepreneurs, ils aiment le risque, ce sont des investisseurs, ils accordent beaucoup d'importance au relationnel. Donc ici, ce qui est important, c'est si vous arrivez à avoir une bonne relation, une bonne communication avec vos partenaires, vos clients, vos fournisseurs en Turquie, ça se passe plutôt bien et ça, c'est voilà, passer un petit appel, un petit coup de téléphone, faire un visio, rendre visite de temps en temps quand vous êtes sur place.
C'est vraiment une clé de succès. Donc je disais, voilà, c'est un cadre assez libéral. Pénétrer le marché turc, c'est pas compliqué. Dans votre cas, puisqu'on est sur un secteur agroalimentaire, il faut quand même faire attention au début, toujours ce qu'on préconise si vous voulez exporter, c'est vérifier avec une petite analyse douanière, les codes douaniers de vos produits, savoir s'il n'y a pas de spécificité, et en dehors de ça, ça passe plutôt, facilement. La Turquie est 17e pays le plus attractif au monde en termes de taxes. On est 33e au niveau donc, par la Banque mondiale, on est classé 33e, en termes de ease of doing business. Donc ça reste un pays assez facile pour, je dirais, faire du commerce et se développer. Alors effectivement, là, j'arrive un petit peu petit à petit à à la présentation d'Adventis. Donc, aujourd'hui, si vous souhaitez, accéder au marché turc, la première chose à faire, comme je vous le disais, c'est la partie d'abord réglementaire, douanière, vraiment pour démarrer en sécurité. Pour ça, c'est une petite analyse douanière de vos codes, savoir si, il n'y a pas de spécificité sur le marché turc. Sachant que si on est sur des ingrédients, eh bien, il y a des préautorisations. Si on est sur des machines, des équipements, généralement, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas du tout de frein ou de spécificité, à l'entrée. Par contre, ingrédients, tout ce qui touche directement à la consommation humaine, on est aligné avec l'Europe, hein, donc pas de surprise. Vous avez le fait, d'aller étape par étape, de vous faire accompagner par des experts du marché, notamment sur des secteurs comme ça qui sont spécifiques, bah, ça vous permet donc de démarrer en sécurité, d'avoir un réseau, accéder à un réseau, privilégié. Pour donner un petit peu notre exemple, on travaille sur tout ce qui est santé, agro, agri avec des experts, réglementaires, donc ça, c'est important et bien sûr, vous allez avoir des solutions sur mesure, comme on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est mieux d'exporter? Est-ce qu'il faut être en direct? Est-ce qu'il faut trouver un partenaire? Est-ce qu'il faut faire du portage salarial? Et cetera, et cetera. Je pense qu'on peut faire une pause après ça pour avoir des questions, parce que la partie secteur est finie et je terminerai avec, quelques mots sur Adventis. Les différents accompagnements que Adventis peut Voilà. proposer. Vous avez des questions? Revenir sur certains points qui ont été évoqués, sur les différentes opportunités, que ce soit dans les process équipements ou les PAI d'ailleurs. Encore une fois, si les questions ne vous viennent pas maintenant, n'hésitez pas à revenir vers Eric Voulan, votre chargé d'affaires agroalimentaire à BCI, ou vers Isabelle. Certains d'entre vous sont plus dans l'amont de la filière et donc côté agri chez nous avec Isabelle, en chargée d'affaires, Isabelle Collin. Dans la partie industrie, parce qu'il y a aussi certains participants ce matin qui étaient dans le giron, si je puis dire, d'Annie Berthelot, côté industrie. Vous avez à la fin de cette présentation, de toute façon, les coordonnées de tous les chargés d'affaires de BCI en fonction du secteur auquel vous appartenez. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour organiser une visio ou poser simplement vos questions par email. Oui, Caroline, une question? Oui, exactement. Moi, j'ai adhéré à cette présentation pour un premier screenshot de la Turquie. Je ne suis pas du tout en PAI, je ne suis pas du tout en industrie, je suis en produit fini. Et si je peux me permettre une petite question rapide, quelle est la place de la gastronomie française en Turquie? Comment sont reconnus les produits français? Oui, très bonne question. Tout à fait. Les produits français, de manière générale, ont une très bonne image en Turquie. Par contre, un petit bémol effectivement sur la partie alimentaire, ça reste assez niche. Si on prend l'exemple de produits, comme le fromage français, dans les rayons, ça va être vraiment très, très niche. Ce sont des produits en fait qui vont être, taxés, qui vont être plus chers, donc qui vont répondre à une demande niche. Par contre, et on a eu le cas dans le passé, des produits qui ne sont pas forcément, destinés directement aux particuliers. En fait, pour reprendre de zéro, la stratégie pour arriver avec des produits finis en Turquie, c'est pas du tout la grande distribution. Ça, on l'a vécu nous dans le passé, on l'a fait. Notre directeur d'ailleurs était ancien directeur achat chez Carrefour, donc il connaît bien aussi ce monde-là. Si vous souhaitez vendre des produits finis, en Turquie dans l'agroalimentaire, il ne faut pas passer par la grande distribution.
Par contre, vous avez le HoReCa, donc avec des partenaires distributeurs qui vont viser l'hôtellerie, les cafétérias, les restaurants et cetera. Là, oui, il peut y avoir une opportunité, parce que les produits français sont justement considérés, je dirais, haut de gamme et niche. Mais si vous souhaitez en fait, viser une large demande d'entrée, c'est assez compliqué. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Claire, je te propose d'avancer dans ces cas-là et puis de brièvement présenter Adventis, ce que vous faites, en quoi vous pouvez aider et accompagner les entreprises bretonnes, quelles sont vos spécificités et vos Oui. atouts pour accompagner les entreprises. Merci Karen. Alors effectivement, nous, c'est notre rôle, et donc nous sommes partenaires agréés de BCI. C'est notre rôle en fait d'accompagner les entreprises, étrangères, françaises, par notre métier historique en Turquie, quel que soit le secteur, quelle que soit votre taille et votre projet. On a une équipe donc qui est franco-turque, qui est pluridisciplinaire. Nous ne sommes pas, ni moi ni mes collègues en fait dans l'équipe cœur des experts sectoriels, mais nous avons, pour des secteurs spécifiques, notamment comme l'agro, la santé, le médical, des experts aussi, donc des petites antennes extérieures qui nous aident là-dessus. On va accompagner dans différents projets, hein, des prestations très variées. Donc ça commence de la veille marché, l'étude, l'analyse stratégique sur, selon votre objectif, la qualification de partenaires, donc que ce soit l'export des distributeurs ou en sourcing des fournisseurs, des fabricants, jusqu'à en fait, l'implantation greenfield. Donc vous avez un projet M&A, vous souhaitez racheter une entreprise, vous souhaitez vous associer avec une entreprise, vous souhaitez monter votre site, vous souhaitez créer une entreprise, donc tout l'aspect aussi juridique, légal, fiscal. En fait, on va vraiment, vous accompagner sur tous les aspects et donc historiquement, on a beaucoup travaillé avec BCI justement sur les secteurs agriculture, agroalimentaire, élevage, hein, puisque c'est vraiment une région, qui a une force là-dessus, et en Turquie, je dirais qu'il y a effectivement aujourd'hui des besoins. Ce sont des secteurs stratégiques, critiques, pour aller au-delà de l'agroalimentaire. Pour revenir un petit peu à la base, sur l'élevage et l'agriculture aussi, il y a beaucoup de besoins en Turquie. Alors effectivement, aujourd'hui, il faut réussir à dépasser cette barrière de, la dépréciation. Et pour ça, effectivement, les solutions, c'est peut-être pas juste simplement d'exporter, mais d'arriver à trouver en fait je dirais des synergies différentes, de coopérer différemment. On a travaillé il y a pas très longtemps aussi sur encore des équipements d'élevage, donc de pointe, et il y a une demande en Turquie. Les agriculteurs, les éleveurs, les industriels ont besoin vraiment de rapidement, monter en compétences. Donc si la solution c'est d'importer, c'est d'importer. Si la solution c'est de coopérer techniquement, voilà. Ils sont assez ouverts, comme je vous le dis, c'est assez facile de pénétrer le marché turc. Vous n'êtes pas dépaysés, on n'est pas sur une culture, complètement, différente. Au contraire, à l'ouest du pays, et si vous n'êtes pas venu en Turquie, je vous invite à venir parce que c'est en venant et en voyant, en témoignant sur place, qu'on a toujours ces retours en disant: «On s'attendait pas à ça». Donc voilà, Merci. et on serait ravis de vous accompagner. Merci beaucoup pour ton partage Merci Karen. d'expertise. Je vous ai mis les coordonnées de Claire ici, si vous souhaitez revenir vers elle. Les coordonnées d'Eric, les miennes en cas de besoin. À proximité de vous, partout en Bretagne, vous avez des conseillers internationaux en technique et réglementaire dans les CCI territoriales. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci encore pour votre attention. On reste à votre disposition. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci encore, Claire. Je t'en prie, merci Karen, merci à tous. Oui, désolée. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.